Bienvenue sur IFSI Réussite. Aujourd'hui, on travaille un sujet IFSI où il faut argumenter, justifier et appliquer juste les protocoles. Pas de métaphore ni d'image dans cette vidéo. On se concentre sur les mots-clés attendus, les étapes exactes et les conduites à tenir conformes aux recommandations. Aujourd'hui, on analyse le sujet de l'UE 2.10 du semestre 1, Infectiologie, Hygiène, sorti en avril 2023, UVSQ. Bienvenue dans la nouvelle façon d'apprendre. Partie 1. Les fondamentaux de l'hygiène et des précautions standards. Imagine-toi en stage dans le service d'infectiologie. C'est le matin, tu accueilles Monsieur Peuplu, un patient rapatrié après un séjour au Burkina Faso. Il a besoin d'aide pour sa toilette et ton rôle, c'est d'assurer sa sécurité et celle des autres en appliquant les précautions standards. La première règle d'or, c'est l'hygiène des mains. Avant tout soin, entre deux patients, après un contact avec le matériel ou après le retrait des gants, les mains doivent être impeccables. Mais avant même de parler de lavage, il y a des prérequis à respecter. Tu dois avoir les ongles courts, sans vernis, ni faux ongles, pas de bijoux, cheveux propres et attachés, et pas d'alliance, même si tu es marié. Pourquoi ? Parce que les bagues et vernis créent un biofilm, un petit monde invisible de micro-organismes collés aux surfaces qui résiste au nettoyage et devient un véritable vecteur de transmission croisée. Pour le soin, la tenue professionnelle doit être propre, à manches courtes et réservée uniquement au lieu de travail. Une blouse à manches longues empêche la bonne friction des poignets et des avant-bras, et donc augmente le risque infectieux. Ensuite vient la technique d'hygiène des mains. Il existe deux grands types. Le lavage au savon doux, utile quand les mains sont visiblement sales ou après contact avec un liquide biologique. C'est une action mécanique qui élimine environ 80% des bactéries. Et la friction hydroalcoolique, CHA, qui tue 99,9% de la flore transitoire et une partie de la flore commensale. Elle s'utilise sur mains propres et sèches et reste la méthode la plus efficace pour prévenir la transmission manuportée. Quand tu accueilles un patient comme Monsieur Peuplu, venant de l'étranger et porteur potentiel de germes résistants, il faut toujours réfléchir en termes de précautions standards. Par défaut, tout patient peut être contagieux. Si un risque infectieux particulier est identifié, on ajoute des précautions complémentaires. Ici, contact ou gouttelette selon la situation. Pour l'admission de Monsieur Peuplu, il vaut mieux prévoir une chambre seule et appliquer un isolement contact, jusqu'à ce que les prélèvements confirment ou non la présence d'un germe pathogène. Pas besoin de surchaussures ni de charlotte, mais un masque chirurgical peut être indiqué en cas de symptômes respiratoires ou de risque de projection. Lors de la toilette, le mot d'ordre reste la prévention de la contamination croisée. Avant le soin, tu réalises une friction hydroalcoolique, tu prépares ton chariot avec le nécessaire, gants à usage unique, tablier plastique, savon doux pour le patient et PHA pour toi, pour produits hydroalcooliques. Tes mains doivent être nues, propres et jamais ornées. Le lavage simple des mains dure au moins 30 secondes. Le temps d'éliminer les souillures avant de passer à la friction chat si besoin. Pendant la toilette, tu enfiles les gants à usage unique, uniquement pour les étapes à risque. La toilette intime ou le contact avec des liquides biologiques. Tu ne les portes pas dès ton entrée dans la chambre, car cela n'empêche pas la contamination si tu touches l'environnement ou ton matériel avec les gants. Et surtout, porter des gants ne dispense jamais d'une friction chat avant et après. Quand le soin est terminé, tu passes à l'entretien de la chambre. Tu réalises un bio-nettoyage, c'est-à-dire un nettoyage avec un produit détergent désinfectant, DD, qui combine deux actions. Enlever les salissures et tuer les micro-organismes.
Ce n'est pas une décontamination à l'eau de Javel, mais bien une méthode douce, efficace et standardisée. Les surfaces doivent être propres, rincées si besoin et laissées sécher naturellement, car le temps de séchage est indispensable à l'efficacité du produit. Enfin, tout cela se fait en appliquant les précautions standards. Gants adaptés, tablier si risque de projection, masque si risque respiratoire, et bien sûr, friction hydroalcoolique avant et après tout contact patient ou environnement. C'est cette rigueur du quotidien qui protège le patient, le soignant et l'ensemble du service. Passons maintenant à la partie 2. L'environnement, les excrétas et les précautions d'isolement. Une fois la toilette de Monsieur Peuplu terminée, tu observes l'état de sa chambre. C'est un moment clé. C'est là que se joue une grande partie de la prévention des infections. Le bio-nettoyage n'est pas juste du ménage. C'est un acte de soin à part entière qui permet de casser la chaîne de transmission. On commence toujours par éliminer les salissures visibles, parce qu'un désinfectant posé sur une surface sale n'aura aucun effet. Ensuite, on peut appliquer soit 2 produits successifs, un détergent puis un désinfectant, soit un produit 2 en 1, le fameux détergent désinfectant. Le plus important, c'est de respecter le temps de contact et de séchage, car c'est pendant cette période que le produit agit réellement. Et attention, inutile de rincer après un désinfectant, sauf si le protocole le demande. Pendant le bio-nettoyage, tu portes des gants adaptés, en vinyle, si contact avec produits chimiques, ou gestes non invasifs, et éventuellement un tablier plastique, pour protéger ta tenue. Il n'est pas nécessaire de porter des gants stériles. Ils sont réservés aux actes invasifs, pas à l'entretien de la chambre. Tout ce travail s'inscrit dans les précautions standards, qui s'appliquent à tous les patients, quelle que soit leur pathologie. Elles garantissent une hygiène homogène dans tout le service. Gestion des excrétas. Un geste à haut risque. Monsieur Peuplu est incontinent, donc tu dois manipuler des protections souillées. Ces déchets ne sont jamais posés sur le sol, ne doivent pas être stockés dans le poste de soins et sont éliminés dans la filière classique, DAOM, seulement s'il n'y a pas de risque infectieux identifié. Sinon, c'est DASRI. Mais dans le cas d'un patient infecté ou porteur de germes pathogènes, comme ici, ces protections sont manipulées avec des gants à usage unique, puis éliminées dans le sac adapté immédiatement après usage, sans jamais toucher le matériel ou le cathéter du patient avant de les jeter. Les excrétas, urine, sel, vomissures, sont eux aussi à risque. Ils doivent être transportés dans un dispositif fermé, non rincé, dans la douchette. Ce geste est interdit car il provoque une aérosolisation de germes, et nettoyé au lave-bassin ou au vidoir prévu. Donc, on ne les rince pas dans la douchette, on les nettoie au lave-bassin ou au vidoir. Voilà. Le soignant porte des gants vinyles, un tablier plastique et se frictionne les mains avant et après manipulation. Clostridium difficile, un ennemi très résistant. Quelques jours plus tard, Monsieur Peuplu présente des diarrhées. Le diagnostic tombe, il est positif au Clostridium difficile. Une bactérie redoutable parce qu'elle forme des spores capables de survivre longtemps dans l'environnement, même après désinfection. Face à ce type de germe, les mesures changent. Il faut instaurer un isolement contact renforcé, avec affichage à l'entrée de la chambre, surblouse et gants pour tout contact avec le patient ou son environnement. Et surtout, une organisation des soins en marche en avant. Cela veut dire qu'on s'occupe de lui en dernier.
pour ne pas disséminer les spores vers d'autres patients. Et surtout, la grande différence avec les autres bactéries, c'est le lavage des mains. Le PHA ne détruit pas les spores. Donc, à la sortie de la chambre, on réalise un lavage à l'eau et au savon, suivi éventuellement d'une friction chat sur main sèche. Ce réflexe est fondamental pour éviter la transmission manuportée. Le bionettoyage, lui aussi, doit être renforcé. Surface, poignée, toilette, tout doit être nettoyé avec un produit détergent désinfectant efficace sur les spores et selon un protocole spécifique d'isolement contact. Précautions complémentaires et BMR. Lors du dépistage, M. Peplu est aussi porteur d'une bactérie multirésistante, BMR. Ces bactéries comme le SARM, ou les entérobactéries productrices de bêta-lactamase, sont devenues résistantes à plusieurs antibiotiques. Elles colonisent souvent la peau ou le tube digestif et se transmettent surtout par contact. Ici, on renforce les précautions standards par des précautions contact. Le patient est placé en chambre seule, le soignant porte gants et tabliers à usage unique et retire tout équipement de protection avant de quitter la chambre. On ne parle pas d'isolement air ou gouttelette. La transmission se fait par les mains et les surfaces. Le nettoyage est minutieux. Les matériels de soins sont à usage unique ou désinfectés entre chaque patient. Avant et après tout contact, friction hydroalcoolique. Et si tu fais une désinfection cutanée, elle se fait après nettoyage de la zone, selon le protocole ou la prescription. L'objectif de tout cela, c'est de protéger les autres patients et d'éviter les pandémies de BMR dans le service. Tu verras en stage, ces situations sont fréquentes, la rigueur quotidienne fait toute la différence. Partie 3. Les gestes de soins, la gestion du risque et la posture professionnelle. Pendant la toilette, tu remarques que M. Peplu s'est blessé au tibia. Avant de toucher à la plaie, tu commences par observer. Couleur, chaleur, gonflement, douleur, ce sont les signes locaux d'une inflammation. Ton premier réflexe, évaluer la douleur et prévenir l'infirmière ou le médecin pour qu'il décide d'une éventuelle prescription. Tu notes aussi l'incident de chute qui a provoqué cette plaie, car tout événement doit être tracé et signalé. Un pansement simple se fait toujours dans le respect des règles d'asepsie. Tu nettoies la plaie à l'eau et au savon, ou au sérum physiologique, selon le protocole, mais jamais à l'eau de javel. C'est trop agressif et non conforme aux pratiques de soins. En revanche, puisque M. Peplu est porteur de BMR, tu appliques les précautions contact, port de gants, tablier et friction hydroalcoolique avant et après. Tu fais attention à bien organiser ton chariot pour éviter les allers-retours et tu gardes la zone stérile propre. C'est cette rigueur qui protège le patient d'une surinfection. Le prélèvement sanguin, sécurité et traçabilité. Plus tard, le médecin prescrit un bilan sanguin, car M. Peplu présente une fièvre. Avant de commencer, tu vérifies ton matériel. Gants, antiseptiques, tubes, étiquettes et surtout ton collecteur OPCT, placé au plus près de ton geste. C'est une obligation. On ne se déplace jamais avec une aiguille usagée à la main. Avant de piquer, tu réalises une friction hydroalcoolique. Pendant le geste, tu gardes ton plateau de soins sur une surface propre. Jamais sur le lit du patient. Et pour le prélèvement, la règle est claire.
On commence par les hémocultures. D'abord le flacon aérobie, puis le anaérobie. Une fois le prélèvement terminé, les tubes sont placés dans un sachet de transport de laboratoire. Chaque action est pensée pour éviter les accidents d'exposition au sang, AES, et garantir la traçabilité du prélèvement. Le tri des déchets, un réflexe d'hygiène et de responsabilité. Tu viens de finir ton geste, il faut maintenant trier les déchets. Tout ce qui est souillé par du sang ou un liquide biologique va dans la filière d'ASRI, déchets d'activité de soins à risque infectieux. Les compresses souillées et pansements utilisés vont donc dans ce sac jaune. Les compresses propres ou non utilisées, elles, vont dans la filière DAOM, c'est-à-dire les ordures ménagères. L'aiguille souillée est immédiatement jetée dans le collecteur OPCT, sans recapuchonner, sans désadapter, sans déposer sur le plateau. Et le linge taché de sang suit le circuit du linge souillé, jamais celui du linge propre. Ces gestes peuvent paraître répétitifs, mais ils constituent la base de la sécurité biologique dans tout service hospitalier. L'AES, savoir réagir immédiatement. Et pourtant, malgré toutes les précautions, un accident peut arriver. Tu ranges ton matériel et là, une piqûre accidentelle. C'est un AES, un accident d'exposition au sang. La conduite à tenir doit être immédiate et précise. Tu rinces abondamment la plaie à l'eau et au savon sans chercher à la faire saigner. Ensuite, tu appliques un antiseptique actif sur les virus, comme la bétadine dermique ou le daquin, pendant au moins 5 minutes. Puis, sans perdre de temps, tu avises ton infirmière référente, le médecin et la cadre du service. Un suivi médical et une déclaration sont ensuite réalisés pour évaluer le risque de contamination, VIH, VHB, VHC. C'est une urgence professionnelle, mais aussi une marque de responsabilité. Ne jamais cacher un AES, même s'il semble bénin. La tenue professionnelle, ton premier outil de prévention. Enfin, ta tutrice aborde ton comportement en stage. Elle remarque plusieurs erreurs. Cheveux détachés, gilet personnel dans les couloirs, manches longues sous la blouse ou masque chirurgical pendu au cou. Ces détails ne sont pas anodins. Les cheveux, les vêtements personnels et les manches longues sont des réservoirs de micro-organismes. Le masque, lui, n'a de sens que s'il couvre le nez et la bouche. Sinon, il devient lui-même un vecteur de contamination. Ta blouse professionnelle doit être propre, à manches courtes, changée chaque jour et portée uniquement dans l'unité de soins. C'est un symbole de ton identité professionnelle, mais aussi de ton engagement dans la sécurité des patients. Le respect de ces règles fait partie des compétences évaluées à l'IFSI. Hygiène, rigueur et exemplarité. En résumé, l'histoire de Monsieur Peuplu t'a permis de traverser toutes les précautions standards. De l'hygiène des mains au bio-nettoyage, de la gestion des excrétas à la prévention des AES, en passant par l'isolement contact et la posture professionnelle. Chaque geste, même le plus simple, protège le patient et toi-même. L'IFSI t'évalue sur ta capacité à comprendre le pourquoi des gestes, pas juste à les réciter. Quand tu agis en soignant, conscient de ces enjeux, tu passes du statut d'étudiant à celui de professionnel de santé responsable. Tu viens d'écouter une vidéo IFSI Réussite spéciale UE avec argumentation. Ici, chaque mot compte. C'est du contenu précis, argumenté et conforme au protocole de soins. Ces vidéos sont faites pour t'aider à rédiger ce qu'il faut pour répondre exactement à la question posée. C'était IFSI Réussite, le savoir vivant, clair et efficace.